Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste? Non, je fais un documentaire radio dans le quartier des Marolles. Dans la rue? Ouais. Je collectionne des histoires que me racontent les gens. Et quelle sorte d'histoire? Des histoires sur le thème de la fuite. Le thème de la fuite. Oui, en fait, je demande aux gens s'ils ont fui quelque chose dans leur vie. Ah. Mais ça va, c'est intéressant. Tout le monde a déjà fait quelque chose dans sa vie. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je faisais que passer, comme il fait beau. Je cherchais un endroit où m'asseoir. Je vous vois avec un micro et j'étais curieux. Et vous avez déjà fui quelque chose? Mon Dieu, je n'ai fait que fuir dans ma vie. Tu vois mon âge, tout ce que j'ai dû fuir. Oui. Est-ce que vous pourriez me raconter une histoire? Si je vous retrouve ici, si j'ai le temps, oui, pourquoi pas. Oui, je veux bien te raconter un jour, mais pas maintenant, parce que maintenant je suis fatigué. Juste me reposer. Ok, une autre fois. S'évader, faire la belle, s'éclipser, se carapater, filer, détaler, se sauver, se soustraire, s'échapper, cavaler, décamper, disparaître, mettre les bouts, jouer la fiddlaire, brûler la politesse, filer à l'anglaise, se tirer des flûtes, détaler comme un lièvre, se déguiser en courant d'air, prendre la clé des champs, gagner le large, fuir. Courage fuyant, un documentaire de Célia Desardo. Allô? Allô, salut papa, c'est Célia. Ah, salut, ça va? Ouais, je te dérange pas? Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans l'atelier, je suis en train de finir de faire un nouveau mât pour le bateau. Pourquoi? Eh ben, je voulais te poser une question parce que je me suis souvenue des histoires de papa en prison que tu me racontais quand j'étais petite. Tu te souviens? Oui, c'est il y a longtemps. Bah ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter comment ça a commencé ce truc-là? Euh, Tu devais avoir 4 ans plus ou moins, et quelqu'un dans la famille était en prison pour une courte période, et tu étais angoissé qu'on me prenne et qu'on me mette en prison. Alors, j'ai dû t'expliquer que rien ne pouvait m'arriver. Mais les enfants à 4 ans, c'est des machins assez tenaces, quoi. Donc la seule solution, j'imagine que j'ai pensé, c'est la fiction. Et donc, comme normalement je te racontais des histoires tous les soirs pour aller dormir, j'ai raconté un nouveau type d'histoire inventé où ça commençait avec un papa qui est dans une prison et il s'enfuit et il rentre chez lui et chaque fois tout va bien. La fin est toujours, il y a toujours un happy end. Et le début, c'est toujours une situation inextricable, tragique, puisqu'il est entre 4 murs dans une petite prison avec un gardien. Mais il y en a eu beaucoup, des histoires comme ça, parce que ça a duré des années. Donc il y a eu, je sais pas, plus de 1000 histoires. Fuite, oui. Moi, j'ai fait une grande fuite. Je voulais disparaître, en fait. Quand j'ai eu 14 ans, 15 ans,
Je gagnais déjà de l'argent. Mais je travaillais pour le gagner. Hein. Et moi, j'étais le premier de toute la bande à avoir un appartement. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sortir, et puis on a commencé les drogues douces, puis les drogues dures. Et puis ça n'a fait qu'augmenter. Hein. Et donc, tous les jours, hein, tout le monde venait chez moi. Et là, on a exagéré, vraiment exagéré. Parce que mon téléphone est tout le temps, on me sonnait chez moi. Et alors, la tentation, elle est grande. Hein. On se dit, oui, mais juste une fois. Et ça, non. Ça, là, j'ai dit maintenant, stop. J'ai dit, si tu veux te sauver, tu dois arrêter ça. Et alors, je suis foutu le camp. Ouais. Je suis parti, je suis arrivé à l'aéroport, et puis je regarde le panneau d'affichage, là, et je vois Tel Aviv, dans une demi-heure. Moi, j'ai pris l'avion. Je savais pas du tout où j'allais. Et puis, je suis arrivé à Tel Aviv. Puis, ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous voulez faire ici? J'ai dit, excusez-moi, je ne sais pas vraiment. Et je me suis renseigné chez des gens. Je me suis dit, j'ai des copains qui ont déjà été travailler dans un kibbutz. Et je me suis dit, je vais aller à un bureau de kibbutznik, voilà. Et ils m'ont dit, si vous voulez, il y a une place à Naharia, tout près du Liban. Et là, je suis parti, j'ai pris le bus. Et là, je suis arrivé juste avec mon sac à dos. Et je suis resté là pendant un certain temps, sans prévenir personne ici, d'où je me trouvais, de peur qu'on vienne me relancer. Moi, ma fuite n'était pas seulement... Comment dirais-je, elle n'était pas seulement pour effacer tout ce que j'avais fait de mal ou quoi que ce soit, c'était aussi pour avoir quelque chose de nouveau. Avoir une nouvelle vie, quoi. Et voir d'autres gens, voir d'autres perspectives. Et si je n'avais pas fui, c'est toujours ça. Ça, c'est mon excuse. Si je n'avais pas fui, je ne pense pas que je serais ici au micro. Ça va? Allez, viens, ça s'est bien fait. Bienvenue. Je sais pas où tu peux te mettre où tu veux. Ouais. Ou là. On t'a plus de place. Allez, on bouge. Allez. Ben oui, voilà justement l'histoire que je t'avais racontée la première fois qu'on s'est rencontrés. Je t'avoue que j'ai vraiment pas envie de me replonger dedans et de te la raconter comme si tu la découvrais. Donc, je préférais réécrire un petit texte. Et donc, je préfère le lire pour cette distance. Parce que ce n'est pas une histoire hyper dramatique ni tragique, mais elle a son poids en moi. Et le fait de la re-raconter me replonge dans cette histoire-là. Donc, je préfère te lire ce petit texte, si tu es d'accord. Ça marche. Un jour, j'ai dû fuir un homme qui m'avait frappée. J'avais vite enfilé un pyjama, mais je n'ai pas eu le temps pour les chaussures. J'ai traversé la place en courant. Il est descendu derrière moi. Il avait ses chaussures, ça faisait tac, 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 tac. Je me suis cachée entre des voitures. Il m'a trouvée et m'a envoyé une gifle. Je lui ai hurlé « Quoi? Tu veux me tuer ici ou quoi ?» Je suis repartie. Lui, il a pris sa bagnole. Je me souviens que je courais comme une gazelle alors que j'étais pieds nus dans la rue. Je n'avais jamais couru aussi légèrement et aussi vite. Toukoutoum, toukoutoum. Ce n'est pas un souvenir de grande peur. C'est plutôt le sentiment de « Waouh, je suis capable de courir comme ça !» Tous mes sens étaient en éveil. J'étais comme un super radar. Depuis souvent, je rêve que je cours, comme une panthère. Avec le recul, je me dis qu'en cas de danger, j'ai des ailes aux pieds. Il m'a rattrapée en voiture. Il a ralenti
Il m'a insulté, puis je ne sais pas pourquoi, mais il a lâché l'affaire. J'ai couru jusqu'à la rue de Parme pour sonner chez un ami, mais il n'était pas là. Puis les flics sont passés, ils m'ont regardé, j'étais là dans la rue, en pyjama, pieds nus, mais il ne s'est rien passé et ils ont continué. Puis je suis rentrée, le mec était encore chez moi, couché sur mon lit, et il avait tout destroyé. J'ai attendu que le jour se lève, silencieusement. J'ai récupéré mes clés, mon GSM, et zou, je suis partie prendre le train. Je suis allée me réfugier chez ma mère. J'avais besoin d'un peu de câlin, un peu de tendresse, un peu d'écoute. Et pendant des jours et des jours, je me suis refait le film dans la tête. C'était il y a 20 ans, c'est encore très présent, mais c'était quand même il y a 20 ans. Voilà. D'autres lignes doivent être inventées, tracées, sans aucun modèle ni hasard. Nous devons inventer nos lignes de fuite si nous en sommes capables. Et nous ne pouvons les inventer qu'en les traçant effectivement dans la vie. Les lignes de fuite, n'est-ce pas le plus difficile ? Gilles Deleuze et Félix Guattari, 1000 plateaux. Je suis dans la voiture, l'accident vient de se produire. La voiture est sur le côté. Mon père et ma mère à l'avant sont comateux. Je suis à l'arrière. Il y a ma sœur qui est collée à moi. Et donc on nous désincarcère de cet amas de ferraille. Et j'entends un pompier demander à son supérieur et qu'est-ce qu'on fait du corps de la petite ? Roulez-la dans une couverture et mettez-la à l'avant du camion. Quelques minutes après, ce sera mon tour, on me mettra sur une civière, on me mettra dans le camion avec mon frère. On prendra la direction de l'hôpital. Et puis là, ce sera blackout. Et donc, quelques jours après, on sort de l'hôpital, et puis on est emmené chez mes grands-parents, qui n'étaient pas trop loin, et qui nous prendraient en charge le temps que mes parents se remettent de leur accident. Ça prendra plusieurs mois. Et mon frère, plus jeune que moi, après quelques jours, s'inquiétait de l'absence de ma plus jeune sœur. Et mes grands-parents n'ont pas répondu. Ils nous ont dit oui, elle est toujours avec votre père et votre mère à l'hôpital et vous la verrez d'ici quelques jours lorsqu'on ira leur rendre visite. Et quelques jours, peut-être quelques semaines après, mes cousines, qui étaient voisines de mes grands-parents, décident de m'emmener promener comme ça en campagne. Et on se retrouve bizarrement à l'entrée du cimetière du village. On se promène dans ce cimetière que je connaissais très bien parce que c'est un cimetière où toute la famille est enterrée depuis des siècles. Et devant la tombe familiale, on voit que la pierre qui accède au caveau n'a pas été recellée. Et donc je comprends en fait que le cercueil de ma sœur est dans ce caveau. Et d'ailleurs on regarde par l'interstice et on voit ce petit cercueil blanc. Et puis on s'échappe du cimetière et je décide de ne pas en parler, de ne pas commenter à mes cousines
Et je m'échappe dans un jeu collectif et nous voilà partis dans les champs pour s'amuser et fuir cette réalité auquel j'ai été confronté. Et d'ailleurs à tel point que lorsqu'on est rentré chez mes grands-parents, mes cousines ont complètement oublié ce passage. Et donc je ne dis rien à mes grands-parents. Et en fin de compte, cette histoire a duré pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on nous a fait croire que ma sœur était à l'hôpital et qu'elle n'était pas parmi nous parce qu'elle était blessée. Mais moi, intérieurement, je le savais. J'avais entendu le pompier dire « Qu'est-ce qu'on fait du corps de la petite ?» Eh bien, je me suis auto-persuadé que je n'avais pas compris l'histoire du pompier, que le cercueil que j'avais vu dans le caveau n'était pas celui de ma sœur, et j'ai choisi de croire les dires de ma grand-mère. J'ai préféré me bercer de cette illusion plutôt que dire ce que je vivais. À 10 ans, j'ai compris que les adultes pouvaient aussi ne pas vouloir faire face à la réalité. Mes grands-parents préféraient fuir le dialogue et ils ont choisi de nous raconter un conte. La fuite que j'ai prise, c'est l'année passée. J'ai un ras-le-bol de ma vie ici, à Bruxelles. J'ai eu un ras-le-bol peut-être même de la vie. Et j'ai voulu aller m'installer avec ma copine en France, près d'Aix-en-Provence. J'ai tout plaqué ici, boulot, famille, en me disant que j'allais faire ma vie loin d'ici. Une fois que je suis arrivé de l'autre côté, 1 semaine, ça a été, 2e semaine, ça a été, puis après 3 semaines, 4 semaines. J'ai pas assumé non plus là-bas. Je sais pas, d'être plus dans la campagne, m'occuper d'une famille qui n'est pas la mienne, être loin de chez moi. Ici, j'ai l'impression d'être entouré, là-bas, j'avais l'impression d'être seul. Voilà, d'être perdu, de pas me sentir à ma place, en fait. En même temps, je rentrais dans un rôle de papa. Là aussi, où tu as des responsabilités, même si c'est pas tes enfants, mais je rentrais dans un rôle peut-être qui m'était pas encore destiné, ou que je n'étais pas encore prêt à assumer. Donc du coup, j'ai fui. Et je suis quasi parti du jour au lendemain. Donc je l'ai dit la veille et je suis parti le matin après, quoi. Comme un lâche. Mais c'est un peu partagé, Je sais pas, toujours pas, qu'est-ce que j'aurais vraiment dû faire, je sais pas.
Voilà, le foot, c'est un peu un moment de faiblesse ou un moment de je ne sais pas, c'est quelque chose, en tout cas quand on fouille, c'est qu'on n'est pas sûr de soi, c'est qu'on n'est pas du 100%. Je pense que c'est un truc qu'on fait pour survivre. Allô? Oui, bonjour. Oui, je suis Célia. On s'est rencontrés il y a quelques jours devant les visites andines. Je faisais un... Oui, oui, voilà, je me permettais de vous rappeler parce que vous m'aviez dit que vous alliez réfléchir à une histoire peut-être de fuite. D'accord. Bah oui, on peut se donner rendez-vous à l'eau chaude si vous voulez. C'est un café qui est rue des Renards. Ok, parfait. Antique stores, a lot of antiquities like old furniture that are still selling all around there. And next to it, you have like a fancy art gallery. Allez, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Allez, fouillez. €1 de l'écart, €1. Papa, il y a des étiquettes. Papa, papa, regarde, il y a des étiquettes. €1. Monsieur? Bonjour, c'est à vous cette barque? Bonjour, oui, c'est à moi, oui. Elle coûte combien? À 50 € là. Elle est belle, hein? Oui, bien sûr, oui. Elle est bon état là. Bon, elle est vieille, mais elle est bon état. Elle a un moteur. Regarde ça, c'est pour partir en Amérique. Tu prends ton pique-nique, voilà, on est parti, ça y est. Tu t'en fous des problèmes, des impôts, voilà, tu pars comme ça. Voilà. Bah, tu vas jusqu'à Mexique. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter? Bien sûr, tu m'étonnes. C'est très demandé celle-là, parce que c'est rare, tu le trouves ici au marché là. Ah oui? Ah, c'est rare. Et c'est une bonne barque? Oui, bien sûr. Malgré tout, elle est un peu ancienne, mais elle est bien. Elle est toujours valable. Tu peux partir où tu veux, pas de problème. Merci. Allez, bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Et celui-là, je vous l'offre. Bon, j'avais l'habitude, comme chauffeur de taxi, de commencer ma nuit à la place du Sablon. Ce soir-là, un monsieur est entré dans mon taxi. Il devait avoir une quarantaine d'années. Il avait l'allure sportive d'un jeune militaire en permission. Et il m'a dit « roulez ». Il a dit de façon sèche. Je l'ai regardé, mais il ne voulait pas que je le dévisage. Il semblait légèrement tendu. Il m'a dit « roulez, je vous dirai ». Je me suis rappelé certains touristes qui nous font rouler un peu à gauche, à droite dans la ville, qui quittent leur groupe avant de demander où est-ce qu'ils pourront trouver des filles. Que souvent c'est des bonnes courses, puisqu'on le conduit, on le ramène, et puis il fait beau. À peine on avait fait une centaine de mètres, j'ai senti qu'il me tapotait à l'épaule. Il m'a discrètement montré son arme
et il a posé sur ma nuque. Il a dit « On va à Paris ». Je me suis exécuté, j'ai continué à rouler. On ne parlait pas. Et en atteignant l'autoroute vers Mons-Paris, j'ai accéléré. Et là, mon braqueur a commencé à se détendre et il a rangé son arme. Là, j'ai poussé un pouf de soulagement parce que tant que son arme, je la sentais sur ma nuque, j'avais peur. C'est alors que les leçons d'un criminologue dont nous avions bénéficié me sont revenues à l'esprit et m'ont été d'une grande utilité. Il nous avait donné conseil en nous disant quel est le meilleur comportement dans de telles situations. Et il nous avait expliqué qu'il faut essayer d'entrer dans le jeu d'un braqueur et qu'il faut l'aider à se sortir du pétrin dans lequel il vient de se mettre et de vous mettre tous les deux. Il s'agit donc de fuir une telle confrontation et de chercher à établir le dialogue. Parce que c'est à travers le dialogue que vous pouvez connaître ses besoins, ce qu'il veut, et justement trouver une réponse appropriée. Alors, j'ai commencé à communiquer et c'est ainsi que la question du plein d'essence m'est venue à l'esprit. J'ai compris qu'il était un peu coincé puisque là, dans les stations d'essence, il y a des caméras. Je l'ai informé que pour aller à Paris, il faut faire le plein. Comment est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'il s'est mis à réfléchir. Il a pris quelques minutes. J'ai senti qu'il avait même oublié son arme et même presque oublié son projet. Il cherchait à résoudre cette situation-là. Et il commençait à bien me traiter. Et alors, la communication a changé du tout au tout. On a commencé à causer comme si on se connaissait. On a pu faire demi-tour et on est revenu à Bruxelles. Au retour, on causait, on blaguait même. J'avais intérêt à détendre la situation. Il avait intérêt à détendre la situation. Il avait intérêt à jouer au bon petit copain. J'avais intérêt à jouer au copain, que c'était une grosse blague. Il a payé la course. Il a ajouté un bon pourboire. On s'est tapé sur l'épaule. Et puis, quand il a vu que c'était devenu amical, il a dit comme pour blaguer, je suppose que tu ne vas pas me dénoncer à la police. Et je suis parti. Et cette fois-là, comme j'avais une très bonne course, malgré la peur, que finalement, je n'avais été ni blessé, ni rien du tout, j'ai décidé d'oublier et de passer l'éponge. Donc la fuite de la confrontation, c'est cette fuite-là que je voulais vous raconter. Bonjour Sylvia. Ça va? Oui. Ah bah moi la fuite, je la fais tout près. Je la fais au-dessus de mon atelier. Et voilà. Donc on arrive dans les oiseaux, dans les plantes, dans les buissons, dans les fontaines, dans le soleil aujourd'hui en plus.
Voilà. Il y a des capucines au milieu, des lilas, du tournesol, des géraniums, des plantes aromatiques. Voilà, et alors on a les petites serres avec des tomates, avec des courgettes. Celle-là, c'est une rigolote, c'est une pie. Elle est rentrée dans la serre, elle est curieuse, mais vraiment comme une pie. Elle a peur de rien. Elle va voir partout, on la surveille. Elle n'a pas grand-chose à manger chez moi, donc elle est repartie, quoi. Et donc tu viens ici tous les jours? Ah oui, oui, oui. Oui, moi j'essaye, vraiment, je coupe ma journée tous les midis, je prends 2 heures de pause, dont une grosse heure est au jardin, à dormir au soleil, une partie du temps. Voilà, franchement. Pour faire un boulot efficace, il faut pouvoir faire des coupures, se ressourcer, voir autre chose. Si on reste tout le temps dans la même soupe, la soupe, elle devient vite aigre. Avec des jours comme ça, t'as pas envie de redescendre dans l'atelier. Il pleuvra un jour, on rattrapera le retard. Je peux te lire un truc? Ouais. Alors, je vais essayer de le trouver. J'ai pensé à toi. Hier, je suis retombée dessus. Voilà. Au pied des marches de la véranda, Vig m'appela. Le jour commençait à poindre. Il fallait filer avant que mon absence à bord du cargo soit remarquée. Je courus le rejoindre, jetai un des sacs sur mon dos et sifflai les chiens. Ils étaient tous trop vieux pour faire un pareil voyage, surtout Charbon, je le savais. Mais pour rien au monde, je ne serais partie sans eux. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. Je suis allée à la bibliothèque très tôt. C'est mes parents qui, paradoxalement, m'y ont emmenée. Et j'adorais ça. Et dans la banlieue, il y avait genre 5 bibliothèques. Et vraiment, je prenais 20 bouquins tous les vendredis soirs. Et le vendredi d'après, je les rendais tous. Et donc, j'habitais dans un petit appart avec mes parents et mes frères et sœurs. On était 7 dans 80 mètres carrés. Mes parents voulaient pas qu'on traîne dans les rues parce que c'était chaud. Et en même temps, on restait à l'intérieur et on devenait un peu tous tarés, je pense, parce que à l'adolescence, on a tous besoin d'espace et on pétait tous un peu des câbles. Et du coup, ça devenait une urgence de lire. J'avais un besoin. J'avais vraiment des blackouts, quoi, de lecture. Je lisais en cours, je lisais dans les couloirs, je lisais dans la cour de récré. Je me précipitais dedans, je plongeais, quoi. Je crois que si je devais reparler avec des gens qui m'ont connue à cette époque, qui viennent de cette cité, ils me connaissent toujours avec un livre à la main. J'ai par exemple, dès que j'ai un livre, j'ai vraiment le geste, un peu comme des gens qui se seraient occupés d'enfants très longtemps et qui ont l'habitude de les toucher, de les porter. Moi, j'ai vraiment un truc avec les doigts qui se mettent dans les pages pour garder la page et de sentir que c'est bientôt fini. Non, là il reste 20 pages. Et du coup, que la masse sous ton doigt, elle diminue en fait. Et tu te dis, mais c'est. Et forcément, oui, c'est une fuite dans le sens où tu peux pas fuir de chez toi. Tu peux pas, il y a cette porte ocre, couleur dégueulasse, avec la clé dessus, et cet escalier vert derrière, et puis ce jardin avec des pelouses pelées. Ça, c'est là où t'habites. Et toi, tu te dis, ok, je peux pas sortir. En plus, je n'ai pas le droit de sortir de ce quartier. Et tac, t'ouvres un livre, et là, tu fais ce que tu veux, quoi. T'es chez toi. Ouais, c'est ça. T'es chez toi. Tu as décidé que c'était ta maison. Le livre te dit, voilà, coucou, rentre. Il y a 4 chambres, 25 fenêtres, un grand jardin qui donne sur un parc, il y a peut-être un fleuve. Et c'est chez toi. Et tu fais ce que tu veux. Et tu y retournes quand tu veux. Et je crois que c'est vers l'âge de 18 ans que j'en ai eu marre d'avoir des maisons dans ma tête. J'ai commencé à me dire, en fait, il y a des maisons ailleurs, quoi. Et je peux y aller. Et je vais y aller, et je vais y vivre. Et j'ai plus besoin des bouquins pour ça, en tout cas.
arrive en haut des escaliers, on regarde par là. Mais après, on va foncer le plus vite possible. On va courir le plus vite possible, ok? Et je vais vous montrer une bonne cachette. On pourrait respirer, bouger. Ils vont pas nous entendre, ok? Venez. Vite, on passe par ici, venez. Reprenez votre respiration. Comme ça. Non, pas comme ça. Doucement, non, doucement. Comme ça. Vous respirez moins fort. J'espère qu'ils vont pas nous voir. Hé, j'ai une idée, on baisse tous la tête comme ça. Il faut croire qu'on est des buissons. Des buissons pourris parce qu'on est noirs. Oh non. Psst, psst. Sors de là, pigeon. Je peux en éclaireur, j'arrive. Ça fait le moment le plus chaud parce que c'est là. Oh purée. Je viens d'y voir. Non, c'est pas eux. Toi, t'habites là depuis longtemps? Ouais. Depuis 10 ans, je crois. Les vrais gens qui habitent ici, ils me connaissent tous. Tout le monde. On me dit que je suis le chef du quartier, moi. On me dit, moi, je suis le chef du quartier. Comment t'appelles? Chef du quartier. Non, mais comment tu t'appelles? Chris. Ils sont là. Et vous préférez être flic ou voleur? Voleur. Moi, je préfère être flic. Moi, je préfère être voleur. Pourquoi? Je préfère cambrioler, moi. Ouais, parce que les voleurs, c'est beaucoup mieux parce que tu peux aller, tu peux te cacher. Parce que voleur, en réalité, tu peux courir partout. Mais flic, il doit te chercher et il fait des tours pour rien. Ouais, mais voleur, tu dois aussi chercher d'abord les cachettes. Ouais, mais toi, t'aimes bien flic. Bon, venez, on va faire l'autre partie. En vrai, Donc, vous 4, vous êtes les policiennes. Non, moi, je suis voleur. Et nous 5, on est voleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En Belgique, s'évader de prison n'est pas un délit. L'évasion est plutôt considérée comme un droit. La loi est également clémente pour les parents ou alliés qui cachent un fugitif. Un évadé ne peut être poursuivi que pour les délits supplémentaires qu'il commet pour s'enfuir. Prise d'otage, violence, destruction de matériel et même vol s'il emporte avec lui son uniforme de détenu. Cette clémence du législateur belge se justifie par l'idée inspirée du XIXe siècle romantique et post-révolutionnaire qu'on ne peut demander à un homme de renoncer à son aspiration naturelle à la liberté. Certains criminologues estiment aussi qu'il faut laisser aux détenus la perspective de l'évasion afin de rendre l'emprisonnement supportable. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, je peux bien. T'es un peu en retard, hein? Ah oui, un peu, ouais. Ouais, hein. Je vous en prie. Merci. Et on prend aussi. On se met où par là? On peut s'asseoir si tu veux.
quand je suis arrivé ici, je comptais aussi sur des gens, des Africains comme moi, que j'ai toujours connus en Afrique. Je comptais sur ces gens-là pour leur expliquer, OK, maintenant je suis venu pour immigrer comme vous tous, quoi. Comment je peux faire pour m'en sortir? Et là, ils vont te dire que voilà, c'est difficile, c'est pas facile, tu vois, ici, c'est ci, c'est ça. J'avais pas de papier, j'avais pas de moyens, quoi, j'avais rien. Donc, des moments, j'ai resté même dormir dans des parkings souterrains, avec le froid et tout. Tous les jours, pendant presque 2 mois, je dormais dans ce parking. Et un jour, je prends le train, les contrôleurs me demandent de montrer mon ticket. Et j'ai donné un ticket moins cher, vie familiale en groupe, je ne sais pas. Donc je l'avais acheté à 1,20 € ou 1,10 €, mais le ticket normal coûtait 2 €. Donc 1,10 € de 2 €, je me vois, tu risques d'être embarqué en Afrique sur quelques cents. Mais il me dit, elle est où ta carte? Je dis, non, ma carte est à la maison. Il me dit, tu dois donner ta carte, sinon on va appeler la police. Et je demande, mais monsieur, moi, je sais que j'ai menti, au fait, je n'ai pas de carte, mais c'est juste via les gens, j'ai pu avoir cette idée. Je me disais, c'était moins cher pour moi d'aller chercher de quoi gagner et manger le soir, quoi. Donc, jusqu'au moment donné, ils ont appelé la police, mais le temps que la police vient, j'ai pris les escaliers. Tu sais, quand tu as peur, tu cours plus vite, plus rapide que Bolt même. Tu fais paf comme ça, tu passes dans des choses et après tu te dis, mais c'est bizarre, c'est moi qui ai passé par là. Et ce jour-là, ils ont cherché partout, personne ne m'a vu. Je me suis dit, OK, maintenant, plus de métro, plus de tram, plus rien. Parce que déjà, peut-être, je me suis fait photographier ou je ne sais pas. Donc, la peur de voir la police, même les hommes de tenue, après, tu te caches, quoi. Même les ambulanciers, tu as peur de voir un ambulancier. Si tu vois des voitures avec des sirènes, tu penses que c'est la police. Le courage qui peut te faire avancer sur certaines choses, si tu vois la police, tu recules. Tu ne vas plus jamais aller là-bas. Et peut-être ça, ta chance pouvait être là. Donc tu vois, tu restes dans la peur de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie. Le fuir en arabe, houroub. Ana ahrob. Ou harabt. Il vient du verbe harabt. La première fuite, j'ai quitté mon pays pour pas mourir en Syrie. C'est la grande fuite dans ma vie. Et je suis arrivé ici en Belgique et j'ai vivre dans une autre fuite avec l'alcool. Parce que j'imagine en Europe une chose facile, mais quand je suis arrivé en Belgique, j'ai trouvé toute la vie difficile pour trouver un papier. C'était dans un centre fermé pour les réfugiés, pour dormir, pour manger, pour rester attendre les réponses. Quelqu'un elle va décider ma vie. Pourquoi tu viens? C'est quoi pourquoi? Je viens parce que j'ai la guerre. C'est pour ça je dois faire quelque chose pour oublier la situation. Et mon ami, elle m'a dit c'est la bonne solution pour nous. On va juste boire l'alcool. Si tu bois l'alcool, tu oublies la vie. Et après, moi, j'ai commencé par l'alcool. Mais beaucoup, c'est pas normal. C'est pas normal. C'était 1 an.
1 an, je suis perdu. Je parle le matin. Je mange plus. Je n'ai pas parlé avec les gens. Je n'ai pas écouté personne. Je parlais toute seule, comme les dingues. Oui. Après, quand j'ai reçu les papiers, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Et je suis venu à Bruxelles, j'ai trouvé un appartement et petit à petit, ma vie elle a changé petit à petit. Quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer pour poursuivre sa route, il y a 2 allures que peut encore prendre un voilier. La cape, le foc bordé à contre et la barre dessous, et la fuite devant la tempête, en épaulant la lame sur l'arrière avec un minimum de toile. La fuite reste souvent, loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elle permet aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgiront à l'horizon des calmes retrouvés. Henri Laborie, l'éloge de la fuite. Et tu te souviens d'une histoire? D'une histoire? Ouais. Attends, est-ce que je me souviens d'une histoire? Je me souviens d'une où le papa était dans une prison et comme il était artiste, ça lui arrivait de demander s'il avait droit à avoir une boîte d'aquarelle dans la prison. Et puis le gardien évaluait les dangers de la boîte d'aquarelle. Et puis, une fois qu'il avait l'autorisation, sa petite fille, lors d'une visite, lui apportait une petite boîte d'aquarelle pour qu'il puisse s'occuper et ne pas s'ennuyer autant en prison. Et une fois qu'il avait la boîte d'aquarelle, la nuit, il peignait une fausse cassure dans le mur et il peignait le paysage derrière, comme si on le voyait derrière le mur. Alors, le gardien arrivait et regardait par l'œilleton et il voyait qu'il y avait un trou dans le mur. Alors, il pousse un grand cri et il ouvre la porte et il court à toute vitesse sur le mur et il s'écrase sur la peinture et il tombe évanoui. Alors, très calmement, le papa, il sort de la prison, il prend les clés, il referme bien la prison à clé, il rentre chez lui et il offre comme cadeau les clés de la prison à sa fille et ils font la fête et la fille, elle pend les clés à un clou dans sa chambre et il mange un petit gâteau et voilà. C'était Courage fuyant. Réalisation et prise de son, Célia Desardeau. Montage, Valène Leroy. Mixage, Aline Gavroy. Musique, VO. Merci à tous ceux qui ont accepté de me raconter leur histoire. François, Frédéric, Catherine, Eric, Stéphane, Samir, Michel, Souad, Chris, Abou, Khalid et tous les autres. Merci à Manon Brûlé, Sophie Bruno, Julien Ivrard, Israël Alonso, Fabrice Ozinski, Aurélia Balboni, Marco Desardeau, Katia Kissina, Julien Sigalas, Mathieu Hessler, Rachel Lang, Félix Blum, Corinne Dubien et François Pirot. Merci également à Carmelo Iannuzzo, Bastien Hidalgo et Clémentine Delahaut, avec un extrait lu de Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Ce documentaire a été produit par Alter Ego Film ASBL. Il a reçu le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds Gulliver,
ainsi que le soutien de l'atelier de création radiophonique.